Bonjour, je suis Nelly Jimenez, la créatrice du podcast, et exceptionnellement, je vais vous faire une introduction à cet épisode un peu particulier. Particulier parce que c'est la première table ronde enregistrée avec une audience. Du coup, dans cet épisode, vous entendrez les 3 invités, qui sont Adeline Aflaté, Gaëlle Châtelain-Berry et Julie de Comarmont, que je vous présenterai. Et également particulier parce que cette table ronde a été organisée avec le réseau Comet, partenariat donc de cet épisode. Réseau Comet qui vous sera présenté par Patricia, une des cofondatrices, au début de l'épisode. Alors, malheureusement particulier aussi parce qu'on a eu un problème avec l'enregistrement son, donc cet épisode n'aura pas la qualité son dont vous avez l'habitude. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents, on a fait au mieux. Les 7 premières minutes sont un peu compliquées, mais si vous tenez, je vous assure que le niveau du son est plutôt correct. Et le niveau des invités, de toute façon, est au top. Sur ce sujet très spécifique, qui est de prendre à revers le syndrome de l'impostrice, pour se poser la question finalement des évolutions de la société pour que les femmes deviennent automatiquement légitimes à des postes de pouvoir et ne se doivent plus lutter. Cet épisode a été enregistré avec une audience très participative, que je remercie. Et si vous voulez faire partie vous-même de l'audience une prochaine fois, abonnez-vous à la newsletter. On va réorganiser ça avec Comet, et ce dès janvier. Je vous souhaite une très belle écoute, et bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir pour moi c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. On est ravis avec Nelly et tout le monde sur cette table ronde. C'est un événement un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on organise, déjà cette première fois qu'on organise un événement en partenariat avec un podcast. Donc ravi que ce soit avec le podcast de Nelly de pouvoir vous unir. Moi, je suis Patricia Degaulle. Je suis la cofondatrice de Comet. Donc, pour vous dire en quelques mots, Comet, ce que c'est, une communauté de femmes leaders. On a créé Comet, notre communauté de femmes leaders, parce que on avait vraiment envie de créer un espace d'entraide et un espace où les femmes allaient pouvoir développer leur leadership, de faire en sorte qu'il y ait une bien plus juste représentation des femmes à tous les niveaux et particulièrement dans le leadership des entreprises. Alors, Comet s'adresse à qui? À des femmes qui sont sur des postes à responsabilité, dans tout type d'entreprise, des startups jusqu'aux grands groupes, tous secteurs d'activité. La particularité de Comet, c'est que Comet permet à ces femmes de se constituer vraiment un réseau d'alliés très très puissant, de créer un réseau de pairs avec lesquels elles vont pouvoir apprendre, s'inspirer, se soutenir. Pour ça, avec Comet, on a une approche qui est un petit peu unique. Ce qu'on fait, c'est que on crée pour ces femmes un espace de confiance, un endroit où elles vont trouver d'autres femmes leaders qui sont issus d'autres entreprises, mais qui partagent le même niveau de seniorité, qui sont confrontés aux mêmes enjeux, qui sont matchés sur la base, de leur profil et aussi la complémentarité de leurs expériences. On appelle ça le board personnel. Comet n'est pas juste un réseau, c'est bien plus que ça. C'est vraiment pensé comme une expérience vraiment unique qui permette de trouver les outils, le réseau puissant et les perspectives nouvelles qui vont permettre à chacune d'avancer beaucoup plus vite vers leurs objectifs. Voilà pour Comet. Je vais laisser la parole à Nelly qui va nous présenter la table ronde. Merci beaucoup. Du coup, c'est un plaisir, ravi de faire ce premier partenariat avec Comet aussi, et puis on partage de valeurs. Alors, pour cette première table ronde, j'ai décidé de prendre à revers le syndrome de l'impostrice. Et je l'appelle l'impostrice. J'ai un débat sur le syndrome de l'imposteur, mais là, je concerne les femmes, donc on va utiliser ce mot-là qui existe. Voilà, de prendre à revers et de dire que la société n'attend pas les femmes à des postes de décision et que plutôt que de travailler notre confiance en nous ou de coacher les femmes à adopter des codes de leadership autoritaires, j'ai envie ce soir de voir comment on construit des environnements où naturellement les femmes et les hommes sont aussi légitimes. Sans avoir à se battre, à prouver, à crier, mais pas trop fort. Bref, que ce soit naturel, comme beaucoup des cas, mais que les prises de poste soient une décision de compétence et non pas de genre. Alors, j'adorerais que ce soit le cas aujourd'hui, mais bon, la loi RIP5 qui a été mise en place montre qu'on n'y est pas encore, puisque des questions d'avoir 40% de femmes au code des en 2029, et pour beaucoup d'entreprises, c'est encore un challenge.
Et donc, pour lancer cet échange, j'ai des invités de marque. J'ai Aline Affeté, aujourd'hui membre du CODIR de Galileo Global Education, en tant que directrice du pôle design, art et création. Et après 8 ans dans la grande distribution et un passage au conseil en stratégie, pour nous parler surtout de votre expérience dans les environnements, forcément égalitaires, c'est comme la grande distribution. Julie de Comarnon, aujourd'hui coach, avec une carrière comme ancienne DRH chez Bridgestone notamment, en France et à l'étranger. Et l'idée aujourd'hui, c'est que vous nous parliez aussi des barrières RH qui existent encore aujourd'hui et comment finalement on les change pour aller vers l'égalité. Et du coup, Gaël Châtelain-Berry, donc créateur du podcast Happy Work et auteur d'une dizaine de livres, je crois. Une quinzaine de livres, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui et que je vais particulièrement spoiler, mais qui va quand même à lire, qui est « Soit un homme, ma fille, faut-il être un homme pour être PDG ?» puisque ça va complètement dans la thématique. Merci à vous déjà d'être là. Et merci à vous tous d'être là aussi. Alors je le dis tous, parce qu'il n'y a que des femmes dans l'assemblée. Pour démarrer, quand même, je vais vous poser la question traditionnelle du podcast, qui est « Quelle est votre vision du pouvoir ?» Ma vision du pouvoir, c'est... j'ai eu une éducation chez les pères jésuites qui a expliqué que pour changer le monde, il fallait prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a tant d'écoles jésuites qui fabriquent des élites. Et j'ai pas le sentiment qu'il soit toujours utilisé pour changer le monde, mais plutôt à des fins personnelles. Et je vais après parler des pères jésuites, je vais parler de MTM, le groupe de rap. Non, mais qui dit l'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Ils ont écrit ça il y a 25 ans sur la notion de pouvoir. Et c'est vrai que pour avoir travaillé dans des grands groupes, parce que j'ai pas toujours été saltimbanque, et mon comptable, j'ai eu la grande chance de travailler avec Patrick Lelay, avec des grands patrons et des grandes patronnes. Malheureusement, le pouvoir, quand il est exercé à des fins personnelles, ne sert pas forcément le groupe. Donc voilà, je suis très schizophrène sur les signes. Ok, très bien. Alors le pouvoir, c'est peut-être un peu littéral, mais c'est le pouvoir, quoi. C'est vraiment de pouvoir faire des choses, ça a l'air assez terre à terre, mais en fait, c'est pas si souvent que ça. On peut vraiment faire les choses ou avoir les mains libres. Pour moi, le pouvoir, c'est ça. Pour moi, le pouvoir, j'ai un peu envie de rebondir sur ce que tu disais. Moi, ma boîte s'appelle Mot Capable, qui en créole mauricien veut dire je peux, j'en suis capable. Et en fait, je crois qu'on a tous et toutes beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Et notamment, bien sûr, les femmes. Je pense qu'il nous a pas été donné dès le départ, qu'on a dû le prendre au fur et à mesure de toutes les batailles qui ont été menées. Et qu'aujourd'hui, j'aime l'idée de rendre le pouvoir à tout le monde, en fait. J'aime cette idée que plus on se connaît, plus on est en conscience de ses forces, de ses talents, de sa singularité, du sens qu'on met derrière ce qu'on fait, plus on a de pouvoir. Merci. 3 définitions du pouvoir très différentes. Le pouvoir, chacun a sa propre définition, c'est ça, c'est intéressant. Alors, pour démarrer cette table ronde sur le syndrome de l'impostrice à la légitimité des femmes d'exercer le pouvoir, j'ai envie de commencer par le fait de choisir une femme à un poste de direction et en quoi ça peut être controversé. Parce que, alors, de plus en plus d'entreprises prennent des femmes à des postes de direction, mais avec une dimension communication très forte, qui peuvent créer un sentiment ambivalent, puisque, clairement, ça pose encore plus la question de légitimité quand on les met autant en avant et quand c'est finalement un poids aussi fort d'être une femme. Du coup, j'ai un peu une première question à vous, Adeline, qui était, on en a discuté pendant l'échange, parce que c'est la première chose que vous m'avez dit d'ailleurs quand je vous ai proposé de participer à la table ronde. Vous m'avez dit que vous étiez agacée sur le fait de différencier hommes et femmes en me disant à juste titre on ne nommait pas des femmes parce que c'était des femmes, c'est pas une bonne idée non plus. Je suis d'accord avec vous. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce cheminement en plus de votre dernière expérience? Si vous faites dire on nomme pas des femmes juste parce que c'est des femmes. C'est vrai que on nomme des femmes, c'est des bonnes collaboratrices. C'est ça la raison en fait. Non pas parce que c'est des femmes. Et les entreprises qui s'en servent à titre de communication, c'est juste débile. Elles sont tout le sait, le voit. Donc ça ne sert ni la personne qui a été promue, ni l'entreprise. Donc c'est une très mauvaise idée, à mon sens. Et pour moi, c'est pas un truc de société ou autre, c'est vraiment très très propre à chaque entreprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu connais dans une vie intérieure, moi et précédente, et que je connais pas dans l'actuel. Et en fait, quand la pratique n'existe pas, il y a du coup aucune question de légitimité sur les personnes à leur place, quoi. Et ça change tout. Il y a plus aucune question de légitimité de personnes à leur poste. C'est-à-dire que dans la boîte actuelle, il y a des femmes et des hommes à certains postes, mais personne ne voit si c'est des hommes ou des femmes, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à un ancien poste, on le voyait particulièrement? Peut-être des milieux, alors, non, il y a peut-être même cela aussi, mais c'est des milieux où il y a moins de femmes à partir d'un certain niveau parce que pratique d'entreprise un peu plus flexible, manquant de modernité, mais entreprise très surveillée, donc qui faisait l'effort pour la communication de mettre des femmes dessus. Et ça avait un impact du coup dans l'entreprise?
des femmes qui n'étaient pas forcément vues comme légitimes, quand bien même elles l'auraient été. Mais du coup, ça méritait le doute. Donc c'est quand même bien embête quand on a une collaboratrice à mettre en avant des femmes de saper sa féminité avant même qu'elle commence. Ça ne fait sympa. Et en plus, ça entretient des femmes qui se mettent parfois à singer des manières d'hommes, parce qu'elles sont entourées d'hommes, qu'elles ont des cours de cette façon. C'est une chose dont on avait parlé, c'est que quand les femmes sont mises à des positions, et en fait, elles sont mises à disposition pour une question de marketing, très souvent, elles n'ont pas d'autre choix que changer justement certaines attitudes. Julie, du coup, je me demandais, dans votre expérience RH, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on choisit une femme à des postes de pouvoir pour des bonnes ou des mauvaises raisons aussi? Et quelles conséquences ça peut avoir? Ouais, j'entends l'idée d'Aline de dire que faut pas mettre des femmes à des postes de pouvoir juste parce qu'elles sont femmes. En même temps, comme le pouvoir a été enlevé aux femmes pendant si longtemps, quand, en tant qu'RH, quand on se posait la question, parce qu'on travaillait énormément, je disais Louis Vuitton, c'est le LVMH, hein, c'est donc le groupe, et c'était pas juste la maison Louis Vuitton. On travaillait énormément sur la gestion des carrières, les mobilités, les plans de succession, etc. Et quand on se posait la question de qui peut prendre le job de Jean-Christophe, de par les biais inconscients qu'on avait, de par les croyances limitantes qu'on avait, il y avait que des noms d'hommes qui se retrouvent. Donc il y a un moment aussi où on a été obligé de dire, en fait, pour chaque poste de direction, il va falloir qu'il y ait au moins une femme qui soit dans la shortlist. C'est pas forcément des quotas, mais en tout cas, il y a un moment où on a été obligé de casser un peu cette croyance limitante que non, en fait, c'est pas possible. Donc je crois beaucoup en ça. J'entends le marketing sur le fait qu'il y a X nombre de femmes. Moi, je crois en l'égalité et je vois aussi tous les bénéfices à promouvoir ça. Et je vois aussi les biais néfastes quand ce ne sont que des hommes ou quand il y a peut-être une femme sur une majorité d'hommes. En tant qu'RH, on a vraiment essayé de pousser pour que les femmes soient ne serait-ce que considérées. Ensuite, effectivement, alors ça, j'ai jamais été dans aucune boîte en étant 25 ans des RH où on a pris une femme dans un job de direction juste parce que c'était une femme. Jamais. Et ça a toujours été parce que elle avait l'expérience, les compétences. Par contre, j'ai beaucoup vu d'hommes, puisqu'ils étaient décisionnaires dans les postes, dans les recrutements qu'on faisait, décider pour les femmes. Il y a trop de voyages, je pense que avec tous ces enfants, ça va pas le faire. Mais elle a pas d'enfants, mais au cas où elle en voudrait, je pense que ce job, ça va être trop fatigant pour elle. Et donc moi, mon rôle, c'était de dire, mais en fait, à quel moment on décide pour elle? Moi, ce que je crois important aussi, c'est que les femmes aient envie. Et là aussi, il y a énormément de femmes qui se sont empêchées d'avoir envie, en fait. Donc notre job aussi, ça a été d'aller leur donner envie d'occuper ces rôles-là, les rassurer sur le fait qu'elles avaient toutes les forces, les compétences, le potentiel, la puissance pour prendre ces jobs-là. Et surtout, je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que elles avaient un leadership, elles ont un leadership dont le monde a besoin. En fait, on a besoin de sortir de ces codes de domination, de diviser pour mieux régner, de compétition. Or, on le voit dans le leadership des femmes dirigeantes qu'elles ont naturellement une capacité à aller plus vers la coopération, l'entraide, le soutien, et que vu les enjeux, l'intelligence collective, à partager le pouvoir, à être dans quelque chose de beaucoup plus horizontale que verticale, et tant mieux puisque c'est ce à quoi l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices aspirent aujourd'hui. On voit une crise de l'engagement terrible, et aussi vu les enjeux écologiques et sociaux de demain, on va avoir besoin que ce soit plus un certain nombre de mâles blancs en haut de la société qui décident et que ce pouvoir soit partagé. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de dire que c'est des qualités managériales dont on a besoin. Il se trouve que les femmes les ont peut-être plus naturellement ou plus massivement que les hommes, mais en fait on a besoin d'un type de compétences, et je pense qu'il faut pas qu'on les étiquette comme des compétences féminines en fait. Et je pense qu'il y a des bons styles de management et des mauvais styles de management. Il y a des femmes très mauvais managers et des hommes qui sont très bons, et je pense qu'il faut qu'on fasse hyper attention de dire que c'est des bonnes compétences, parce que sinon on en fait une question de genre. Juste pour rebondir là-dessus, ça aussi pour les RH qui sont là, ou si vous avez accès au RH, ça aussi c'est un moyen de valoriser ce type de management. C'est dans l'évaluation annuelle des compétences, de arrêter d'évaluer les leaders uniquement sur leurs résultats, mais aussi sur leur style de leadership.
Parce que tu dis qu'il faut qu'on valorise ça. Oui, bien sûr, malheureusement, il y a encore beaucoup de boîtes qui ne valorisent pas encore ce style leadership et qui font que du coup, les hommes sont plus frileux à y aller. Alors, encore une fois, c'est la même histoire que de mettre un quota de femmes ou de juste permettre qu'il y en ait dans la sélection. Si on dit, attention, il faut pas juger que au résultat, dans ce cas-là, on dit, ah là là, on fait une fleur, on fait un autre système d'évaluation. En fait, si c'est un bon style de management et un bon style de leadership, ça donnera des résultats. Donc en fait, je pense qu'on peut, il faut pas avoir peur de juger au résultat parce qu'en fait, ça en donne, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a des femmes qui vont être jugées plus à leur résultat et moins à leur style de management. En fait, il y a beaucoup de situations où on voit ça justement, où c'est le style de management qui est remis en cause. Et j'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, parce que parmi les sujets traités, il y a notamment le management. Mais pour rebondir avant, quand même, moi j'avais une question par rapport à votre livre. Alors j'en ai pas parlé, mais je vais vous dire un peu plus l'histoire du livre. Donc en fait, c'est Constance, qui a 30 ans, qui s'est vue refuser une promotion parce qu'on m'a dit qu'elle allait bientôt tomber enceinte. C'est pas dans ses projets, mais indépendamment, en tout cas, clairement, on lui a dit que son collègue, moins compétent justement, qui n'avait pas les résultats, n'aurait pas l'évolution, et du coup, elle décide de se grimer en homme, mais c'est-à-dire se grimer physiquement, changement de voix, mais surtout d'adopter tous les codes, qui sont de l'ordre de couper la parole, qui sont de l'ordre d'arrêter de prendre des notes, qui sont, voilà, tous les codes managériaux, et qui devient PDG, je crois que ça devient la plus jeune PDG, dans son milieu, qui est le secteur de la communication. Et on va parler de Constance plus tard, mais d'abord, moi, j'aimerais parler d'un personnage secondaire, qui est Sophie. Eh ben, Sophie, en fait, quand Constance décide de devenir Constant, elle rentre dans une entreprise et elle a une manager qui s'appelle Sophie, qui, clairement, est frustrée de ne pas avoir de promotion, en tout cas, qui n'a pas évolué et qui sait qu'elle est victime du fait qu'elle n'est pas nommée parce que c'est une femme. Du coup, moi, ce que je me pose la question sur Sophie, c'est finalement, selon vous, qu'est-ce qui fait, en fait, dans l'attitude de Sophie, dans le caractère que vous lui avez donné, parce que c'est une fiction quand même, je tiens à dire, dans les traits de caractère que vous lui avez donnés, qui font qu'elle n'a pas pu évoluer, en fait. En fait, Sophie, elle est de ma génération. Et en fait, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai plein de réactions par rapport à ce qui s'est dit. Je suis un fervent défenseur. Je vais te faire défoncer la tête. Des quotas, des lois qui imposent. La première loi sur l'égalité des salaires, je crois qu'elle date de 61 et 72, quelque chose dans le genre. Rien n'a changé, c'est à ce que Marlène Schiappa crée l'index d'égalité salaire femmes-hommes et disent, si t'es pas, je crois que c'est en dessous, si t'es pas au-dessus de 68%, l'amende peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Faites le calcul sur les masses salariales du Total ou du Dech, je vous dire que ça rigole plus du tout. Faut taper au portefeuille, faut imposer. Les lois Rixin, tout ça, ça a fait changer les choses. Moi, je suis plutôt du côté Hobbes que du côté Rousseau. Si on compte sur la bonne volonté des hommes pour l'égalité, on laisse tomber, mais on abandonne. Et pour revenir sur la question, elle fait partie de cette génération où elle a lâché l'affaire parce qu'on lui a tellement répété que avoir des enfants, c'est pas compatible avec le pouvoir, être une femme, tu vas pas être assez dur. Ce sont tous ces codes masculins qui existent depuis des siècles, mais l'entreprise, en fait, finalement, l'entreprise moderne telle qu'on la connaît, elle est très récente. Sophie, elle a lâché l'affaire parce que je comprends que la bataille, elle soit dure. Et je rajoute une cerise sur le gâteau de la vie de Sophie, que je suis pas rentré dans sa vie privée, mais on peut très bien imaginer qu'elle est un super mec qui l'aide en rien. Parce que les hommes de ma génération, alors pas que les mecs de vos générations, les dames les plus jeunes, soient tellement mieux. Les stats montrent que c'est très très loin, mis à part dans les milieux urbains, ça s'améliore pas du tout. Les stats ont montré que les femmes consacrent 2 heures de moins depuis quelques années aux tâches ménagères. Mais c'est pas du tout parce que leurs mecs sont plus, c'est parce que le taux d'équipement ménager a augmenté. Et juste là-dessus, il faut arrêter de dire aider, parce que ça veut dire que c'est nous qui faisons, et du coup ils aident, il faut dire contribuer. Et il a été montré aussi sur ces stats-là qu'en fait, aujourd'hui, il y a plus de... C'est pas domestique le terme, parce qu'on a inclus l'éducation des enfants, le ménage, etc. Donc, il y a le terme. Pardon? Délégation. Non, justement, non. En fait, le nombre d'heures a augmenté au général pour les parents, parce qu'on s'occupe plus de nos enfants, tout simplement. Et malgré tout, le nombre d'heures que les hommes passent sur le sujet a augmenté, mais autant que celui des femmes. Donc en fait, on arrive finalement à un même écart. Et j'aimerais bien citer quand même une femme qu'on peut pas soupçonner d'être antiféministe, Françoise Giraud, et j'ai toujours adoré cette phrase. Elle date, je crois, des années 70, cette phrase. On aura l'égalité femmes-hommes le jour où on nommera un poste de dirigeant une femme incompétente. Oui. Je la trouve très juste, mais on arrivera à ça s'il y a des quotas. Parce que les exigences pour nommer une femme sont nettement plus élevées que pour les hommes. C'est là où on peut peut-être rejoindre la thématique du syndrome de l'impostrice. C'est clair que, oui, c'est plus simple de progresser dans une entreprise quand on est un homme qu'une femme. C'est une évidence. Une évidence. Moi, perso, on m'a jamais posé la question, est-ce que tu comptes avoir des enfants dans un entretien d'embauche? Et c'est là où j'insiste sur la loi. En Suède, aujourd'hui, quand un couple, que ça soit femme-homme, homme-femme, peu importe, adoption, accouchement, peu importe, le couple a 1 an de congé. 1 an, qu'ils se répartissent comme ils veulent.
C'est-à-dire qu'un mec peut très bien avoir un an. Moi, j'ai des copines qui, après leur accouchement, 2 semaines après, voulaient bosser. Sauf qu'on leur impose, et le mec, je peux vous dire qu'il y a plein d'entreprises où les hommes n'osent pas prendre. Alors, il y en a qui osent pas. Ça dépend des secteurs. Je sais qu'il y a des stats par secteur. Il y en a qui le prennent, mais qui disent que c'est bien, il va avoir le temps de faire des travaux. Je viens de dire aussi, là, c'est partie des gens qui prennent. Voilà, j'ai dit oui dans l'assemblée. Et puis, par rapport à la Suède, moi, je trouve ça intéressant comme exemple, mais je pense qu'il faut rajouter que c'est aussi culturel. Parce qu'il y a certains pays où il y a un an, mais c'est toujours la femme qui prend 80%. Donc, il y a aussi la culture. On peut aussi parler de l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est des réputations de choses, entre guillemets. Et aujourd'hui, un congé paternité en Espagne fait la même durée qu'un congé maternité. Mais ça veut dire que quand on recrute un jeune homme de 25 ans, on a le même potentiel qu'il soit en arrêt que si c'était une femme. Mais c'est comme ça qu'on règle les problématiques. Et je me rappelle de quelque chose. J'étais dans un grand média très progressiste. Enfin, en tout cas, cette image-là. Et j'avais négocié. J'étais venu me chercher qu'entre 2 et 3 fois par semaine, je parte à 17h pour aller chercher mes enfants. Donc, on me demandait à peu près 2 à 3 fois par semaine. Mais tu prends ton après-midi. J'avais un très gros poste. À un moment, ça commence à saouler, jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui me dise, Gaël, pourquoi tu pars si tôt 2 à 3 fois par semaine? Et j'explique, je vais chercher mes enfants. Puis, mais t'as pas une bonne famille sur le lieu de ça. Dans mes collaborateurs, j'avais un couple. Et en fait, ça c'est parfait pour prendre conscience du truc. Quand on a les deux qui bossent sur un sujet et on a besoin que ça avance, eh ben, il y en a forcément un des deux qui manque. Et en fait, c'est marrant, ça permet de vraiment formaliser le truc. Et ça, c'est très égalitaire pour le coup. C'est une expérience, on devrait la faire vivre à tous les managers. Du coup, il y a la logique, donc, il y a la parentalité qui bloque en tout cas dans les bons sens, et dans la réalité de charge de travail. Mais il y a aussi, c'est pour ça que je voulais parler de Sophie, parce que vous étiez surpris avec Sophie. Mais moi, ce qui m'intéresse avec Sophie, c'est que, il y a un moment, il y a aussi un abandon. Moi, je trouve ça aussi intéressant de dire, parce que ce qui était un abandon avant, c'est aujourd'hui un coup de force aujourd'hui quand même. Ça demande une énergie. Et ça demande une énergie. C'est pour ça que je disais en introduction la question de la bataille. C'est-à-dire que quand est-ce que les femmes deviennent légitimes sans avoir à se battre et à mettre cette énergie-là? Je vais continuer là-dessus, sur le fait que quand même toutes les femmes que je rencontre ont un jour été confrontées au fait simple d'être une femme dans le monde professionnel. Alors, avec plus ou moins d'impact, hein, ça peut être devoir aller chercher le café, prendre des notes, faire plus de photocopies que leurs collègues masculins, jusqu'aux propositions indécentes ou de devoir refuser des promotions, ou plus insidieusement, de se voir proposer des promotions aussi parce que la situation du poste est ambiguë. Mais c'est vrai qu'il y a des postes où en fait on va nommer des femmes parce que personne n'a le courage d'y aller. On sait pas trop comment régler la situation et du coup on veut être une femme, alors ça donnera plein de prétextes de ça a pas marché comme on avait voulu ou pas. Enfin, ça donne une excuse au manager qui fait cette nomination au cas où ça foirerait. Voilà, souvent on arrive quand même à retourner la situation et à arriver parce qu'on est compétente. En fait, c'est vrai que c'est dur à dire, mais enfin parce qu'on est compétente. Voilà, mais ça c'est vrai qu'on mettrait pas des hommes un peu caricaturels dans cette situation-là, quoi. Jamais on le ferait, et aussi je pense que jamais un homme accepterait. Voilà. Ouais. Il y a cette question d'acceptation, en effet, que souvent, en fait, ce qu'on appelle la fameuse falaise de verre, qui fait qu'on positionne les femmes à des postes où c'est un peu plus difficile de monter puisqu'on parle d'une falaise de verre. Moi, ce que je me demandais du coup, Julie, si vous avez déjà observé ça, et comment ça se passe en fait pour accompagner au mieux la personne ou pas, parce que dans la situation qu'explique Adeline, moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement on met la personne, et on dit on croise les doigts, on va voir si ça le fait. Puis si ça le fait pas, c'est pas grave, on dirait que c'était parce que elle a essayé, c'était le début, etc. Est-ce que vous avez déjà observé ça, et finalement comment ça s'accompagne ou pas, ou comment ça se met en place? J'ai pas forcément observé ça, je vais me jeter un peu des fleurs, mais j'ai l'impression qu'on a pu, nous, en tant qu'RH, prévenir ça, notamment parce qu'on était décisionnaire sur les moves qui se faisaient, donc on pouvait dire, bah non, en fait, là, la marche est trop haute, ou là, c'est méga casse-gueule, ou là, on voit bien que c'est infusible, et pourquoi ce serait elle, donc, je pense que quand ça a été proposé, j'ai pas vu, par contre, ce que j'ai beaucoup vu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et ça m'a mis en colère de voir sur un gros poste de DG d'une des maisons pour lesquelles je travaillais, où on avait mis une femme dans le plan de succession. Elle était prête, elle avait les compétences, etc. Et puis ils ont essayé de mettre un homme, et puis l'homme, ça n'a pas fonctionné. Et donc nous, on n'arrêtait pas de dire, mais en fait, il y a elle est, voilà. Et là, en fait, ils ont dit, oui, mais on n'est pas sûr, donc lançons une chasse à l'extérieur. On a quand même lancé une chasse, on a vu des candidats externes. Au bout de 15 candidats externes, donc on comparait le CV de cette femme qui était là depuis 10 ans, qui avait largement les épaules, les compétences, le potentiel, à des gens de l'extérieur qu'on avait vus pendant 1 heure dans un entretien. Et puis finalement, ça s'est mis sur elle. Et puis là, il y a eu vraiment une liste comme ça de ouais, mais bon, à tous les coups, ça va pas réussir, ça va pas réussir. Et donc effectivement, on l'a accompagnée. Et elle est toujours en poste aujourd'hui. Ça fonctionne très très bien. Mais on a dû littéralement se battre
Et alors, justement, sur l'accompagnement, moi, ce que j'observe, c'est que, de manière systématique, les femmes, quand elles prennent des gros jobs, demandent à être accompagnées. Et j'avais presque envie de dire, tant mieux que ce sentiment d'impostrice, il existe, parce que au moins, ça crée une forme de vulnérabilité, de remise en question. Alors, il faut qu'il soit au bon endroit. Il faudrait pas que ce soit, voilà, j'ai pas les compétences, mais j'ai envie de faire ce travail avec une coach pour être sûre de savoir quelles sont toutes mes forces, quels sont mes atouts, être en conscience de là où je pourrais déraper, des potentielles failles qu'il pourrait y avoir, et puis surtout avoir une espèce de safe space en coaching pour pouvoir me dire, waouh, on en parle, que c'est super chaud, là, ce que je suis en train de vivre dans cette prise de poste. Là où aucun homme qui prend des gros jobs n'a envie de coaching. Mais j'en ai tellement pas besoin. Alors, j'en ai qui en Ah oui. Ah non, vraiment, il y a des groupes où, à partir d'un certain niveau, hommes ou femmes, c'est coaché à accompagnement parce qu'il y a un tel enjeu stratégique. Mais ils les refusent. Mais il y a en fait, des hommes, les voir. Moi, je n'ai vu que des C'est un hommes. certain nombre de groupes où c'est imposé, point, allez, tu veux le job, t'es coaché. Oui, mais quand ça l'est pas, moi, le sujet dit, c'est que quand ça l'est pas, là, il y a une différence. Et puis moi, j'ai travaillé pour des grands groupes où ça s'était imposé à l'homme. C'est-à-dire que sur le travail sur soi, la capacité d'introspection, la capacité à se mettre en cause, c'est pas du tout la même que les femmes qui, du coup, elles viennent, elles ont fait le taf, elles bossent sur elles font tout ce qu'on propose, elles le font. Là où un homme, alors, je généralise, bien sûr, je force un peu le trait, mais la majorité chez LVMH, c'est systématique. Toutes les grosses marches, tous les gros jobs, et il y a un coaching qui est obligatoire. Les hommes, ils vont à reculons, la plupart du temps. Cette fois-ci, on va parler de constance. Donc, j'ai dit, elle se va refuser une promotion parce que on a décidé qu'elle aurait les enfants alors qu'elle n'en avait pas décidé, mais pour autant qu'elle ait voulu en avoir ou pas, ça ne devrait rien changer. Je sais quand même à préciser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle a modifié dans ses attitudes et en quoi ça l'a rendue plus légitime? En fait, elle a tout modifié, et c'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence cette table ronde. Aujourd'hui, le monde du travail, pour les femmes, c'est un petit peu comme si vous débarquez dans un pays étranger. Il y a deux options. Soit vous demandez à tout le monde de changer de langue, soit vous apprenez le langage du pays. La logique veut qu'on apprenne le langage du pays. On peut le regretter, mais la réalité, c'est que les codes sont masculins depuis des siècles. Depuis des siècles. C'est en train de changer petit à petit. Ça évolue. Changer, c'est lent, mais il reste un chemin de dingue à faire. Et soit on se met en opposition, on nous dit, vous allez apprendre mon langage. Ou alors on se dit, et c'est ce que dit Constance, je n'ai pas le choix. Si je veux progresser et arrêter de me confronter à, t'as des jolies jambes quand même, hein. T'es sûr que tu vas réussir à soutenir la pression ou pas? Enfin, toutes ces questions que beaucoup de femmes entendent, même dans les entretiens de recrutement. Je vous dis, il y a un exemple tout con, on m'a jamais posé la question si j'allais avoir des enfants ou pas. Je vais revenir à ma question sur Constance, que vous disiez qu'elle avait du coup changé des choses pas qu'on lui a imposées, mais moi j'aurais voulu voir concrètement qu'est-ce qu'elle a changé pour un peu comprendre les vrais leviers. Globalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'être parfois son cœur, de couper la parole, de prendre tous ces espèces de petits codes masculins qui sont des irritants, mais qui sont une réalité. Il y avait eu une stat très intéressante sur le débat présidentiel où il y avait Sarkozy, ou alors Clinton, Trump, c'était très intéressant, où les hommes interrompent beaucoup plus que les femmes, mais c'est le ratio, c'est de 1 à 2, 3 fois, enfin c'est gigantesque, et donc Constance se dit, si je veux être respectée, il va falloir que j'adopte ces codes, qui sont parfois des codes irrespectueux. Effectivement, il faut savoir adopter ce type de codes, pas forcément parce qu'ils sont masculins, mais parce que parfois ils sont nécessaires, et pour s'affirmer, et pour suivre son sentiment. Donc parfois il faut avoir un petit peu de balance, et ne pas s'interdire des choses qui peuvent venir spontanément. Alors, vous remarquerez que dans une réunion avec 10 personnes, certaines femmes ne parleront pas parce qu'elles n'ont rien à dire. Un homme parlera forcément, même s'il n'a rien à dire. Donc, je vous l'accorde, mais la réalité... Celui-là n'est pas mal à adopter comme code. Mais non, mais couper la parole à quelqu'un qui... C'est forcément, c'est un roman, c'est un petit côté caricatural, mais les codes masculins sont quand même très présents en entreprise. En fait, ces fameux codes masculins dont on parle, qui sont irrespectueux, ça que je trouve intéressant dans votre propos, c'est que finalement, c'est la notion d'irrespect, qui est la notion finalement de rapport de force, et qui est la notion finalement du rapport de force qui peut exister encore dans les codes de leadership. Je parle sur tout ça. C'est pour ça que je voulais creuser un peu le sujet. Vous voulez rebondir là-dessus? Ouais, je trouve que dès lors qu'on utilise ce mot irrespect, tout de suite on oppose et on classifie, on généralise, etc. Moi, ce qui me choque, c'est surtout des codes qui valorisent la domination et l'autorité. Et que aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir du sens dans son travail, et le sens, il ne vient que si on peut contribuer, se réaliser, s'épanouir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on adopte le fait que on sorte de cette pyramide où tout en haut, ils ont du pouvoir, ils ont le sens, ils ont tout, et puis c'est eux qui décident pour tout le monde.
qu'il faut qu'on sorte de ça. Vous connaissez tous Hubert Joly, qui a écrit un très chouette bouquin qui s'appelle L'entreprise d'une affaire de cœur, où lui, il a complètement retourné une entreprise complètement comme ça aux États-Unis, une entreprise qui s'appelle Best Buy, en vraiment reliant le sens de l'entreprise au sens de chacun, chacune, en fermant toutes les boutiques à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme disait Adeline, on observe que c'est quand même une majorité de femmes qui arrivent dans leur leadership à aller vers ça. J'aspire à ce que tout le monde y aille, mais il y a aussi des hommes qui dirigent juste avec de l'autorité, une accaparation du pouvoir, sans être irrespectueux, sans couper la parole. Mais même ça, on n'en veut plus, en fait. Même ça, il faudrait que ça change. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, il y a une différence entre être irrespectueux et poser les limites. Et en fait, je trouve que les femmes ont plus de mal à poser les limites. Et quand elles le font, on prend ça comme un affront parce qu'on est surpris, on s'attendait pas à ça, et du coup, on pense que c'est de l'irrespect, ou c'est qui est ce prendre celle-là. Alors qu'en fait, c'est juste poser les limites et que c'est assez sain. Et la frontière est ténue, je trouve. Donc effectivement, c'est pas adopter un code masculin, mais c'est faire quelque chose que les hommes n'ont pas de mal à faire eux. C'est ça que je veux dire. Juste avec une phrase que j'aime beaucoup, c'est un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Et aller parler à des dirigeants de ma génération, CAC 40 ou pas CAC 40, les grandes boîtes, il y a un sacré boulot, et à la fois dans 10 ans, on est tous à la retraite, donc tout va bien. On a été élevés par des papas qui sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale, ont connu les 30 glorieuses. La écrasante majorité des mamans qui ne travaillent pas, faire des études à l'époque de ma mère, c'est pas une évidence. Et donc, tant que ça sera pas tout en haut, on peut faire ce qu'on veut. Quelle que soit la thématique, ça n'avancera pas. Et, pardon, je me serais en faux, mais oui, il y a des codes dans cette génération d'hommes qui sont profondément violents. Oui. Profondément. Que ça soit verbalisé, physique, mais même c'est une violence. Couper la parole, c'est violent. C'est juste violent. Et demander qui prend des notes. Ah, Martine, on te les chie bien. C'est de la violence, tous ces petits trucs-là, c'est ma génération. Et c'est normal. Et quand je dis une soirée à l'escalier, par exemple, je fais ça, c'est très, sans quotas, sans règles, on n'y arrivera pas. Je pense que le fait d'imposer des quotas, etc., ça ne doit pas être que dans les nominations. Ça doit se faire aussi sur ce que tu disais, c'est compliqué. Enfin bref, tu vas à l'étranger, il faut adopter les codes, parce que sinon tu vas pas demander à tout le monde à l'étranger d'adopter ta langue. Mais néanmoins, tu peux quand même faciliter les choses. Quand tu vas dans un pays étranger, bah, on est content que ce soit écrit quand même en anglais, parce que tu lis pas le japonais. Et donc, il faut, dans les choses qu'on doit imposer en entreprise, on doit aussi imposer certaines façons de procéder. C'est des choses, en fait, qui vont couper le débat de qui s'occupe, l'homme, la femme, etc. Donc ça, faut pas... Par exemple, moi, je commence aucune réunion avant 9h30. Jamais. Et j'en termine aucune après 17h30, 18h. Et en fait, si ça devient une règle d'entreprise, eh ben, ça évite que une femme, ou en fait, un parent, et tu devrais pas dire une femme, mais un parent, ait besoin de dire, ah bah, désolé, moi, je pars de la réunion. Règle d'entreprise imposée par le haut. Et voilà. Et ça, et ça rejoint toute une histoire de quotas et de règles par le haut. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on va imposer peut-être de nommer des femmes, mais après, on les laisse se démerder. Et d'où l'importance d'avoir des comex à 50-50. Faut aussi travailler l'environnement dans lequel on peut arriver. Alors, par rapport au comex 50-50, l'une des origines aussi du podcast, quand même, c'est de dire que la parité, malheureusement, n'entraîne pas l'égalité. Moi, j'ai vu des comex paritaires où on a tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Phase de parole. Tous les postes, ça ne se même pas au comex. C'est vrai. Mais là, la DG était une femme. De toute façon, si c'est un comex paritaire, la DG est toujours une femme. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore vu l'exemple contraire. Moi, je reconnais un exemple contraire. Ah, bah, génial, alors. Ça veut dire qu'il y en a. Ok. Dans des secteurs féminins ou masculins? Masculin. Ok. Bah, top. Mais il y a vraiment la moitié de femmes qui dirigent par un homme. Et là, ça veut dire que c'est évolué. C'est top. Ça veut dire qu'elle est bon, pas tout. Non, mais top. Ça veut dire que ça avance pas. Pardon. On va pas rentrer dans le débat. Vous avez amené sur le sujet du leadership, c'était la prochaine question, que ça tombe bien. La question, le leadership a-t-il un genre? Alors quand même, il y a beaucoup d'études de sociologie aujourd'hui qui ont répondu non. Voilà, je citais notamment Aude Rivoal qui a fait un TEDx là-dessus que je recommande. Donc non, il n'y a pas de genre de leadership. Par contre, il a été prouvé et dit qu'il y a des injonctions de genre et des attentes qui, elles, ont un impact sur le leadership. Aujourd'hui, qui donc, selon si c'est une femme ou un homme, on va pas attendre la même chose, on va pas les placer au même endroit pour les mêmes raisons, et on va pas les juger pareil, parce qu'on parlait tout à l'heure de juger au résultat ou juger au style de management. Donc, la posture d'autorité, la prise de parole, la discrétion, enfin, tout ça, c'est des choses sur lesquelles les hommes et les femmes peuvent pas agir pareil selon leur poste. Donc moi, ma question, du coup, je vais commencer par Waline, c'est dans votre carrière, comment est-ce que vous avez perçu ces différentes prises de poste? On en a un peu parlé, vous faites la parole, etc., mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes rendu compte que là, on attendait quelque chose qui n'était pas tout, ou vous aviez plutôt une posture qui ne convenait pas pour une question de prise de parole? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez naturel et j'ai du mal à faire autrement. J'essaye, mais
Donc je suis pas hyper forte en politique, tout ça. Et d'ailleurs, j'avais du mal à, quand on me disait, ouais, t'as un bon leadership, je comprenais pas trop le truc. Et en fait, après, quelqu'un a mis des mots dessus, et en fait, c'est réussir à embarquer les gens. Donc, c'est-à-dire que, on peut faire suivre les gens, soit en les tirant, soit en leur disant de venir avec. Et donc, ça, c'était plutôt mon style. Du coup, j'ai pas eu trop eu ce problème d'injonction. Et par contre, comme j'ai plutôt cette posture, qui est plus naturelle, plus d'embarquer, etc. Du coup, par contre, ça a choqué quand parfois j'ai pris des positions, très arrêtées. Parce que ils s'attendaient pas à ça, parce que en fait, du coup, fixer des limites, ils ont pris ça pour des respects, quoi. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Fixer des limites, pris par des respects. Ouais. Ou de la défiance, ou sur le fait quoi, d'être autoritaire sur un nom, C'était là, en l'occurrence, c'était un exemple assez concret où j'étais vraiment pas d'accord avec une décision qui était complètement débile. Et en fait, ça allait trop loin et ça faisait 10 fois qu'on était dessus. Et où d'habitude j'aurais pris le temps d'expliquer par le détail pourquoi de justifier en fait et d'embarquer, et là ça a été un peu faire ça a vraiment pas plu. Alors le fait de pas ça aurait été un homme, je pense que ça aurait pas été là. Ça marche, donc le fait de pas devoir justifier. Julie, du coup, en tant que RH, je me demandais comment les systèmes RH de recrutement, notamment d'évolution, pouvaient sortir de cette logique d'injonction et de promotion en fait, et justement pouvoir promouvoir les bonnes personnes au bon poste. Je vais répondre à cette question, mais en même temps aussi, je gardais en tête l'idée de est-ce que le leadership a un genre. Moi, je crois beaucoup que, vu les enjeux écologiques et sociaux qu'on a devant nous, on a une espèce d'obligation à ce que les entreprises se transforment. On est dans un monde avec des ressources qui sont finies. Et donc, soit on continue comme avant et avec toujours plus, et on voit le mieux qui approche de plus en plus, soit on accepte de se remettre vraiment en cause, de remettre en cause nos business models, de se poser la question du sens, de se poser la question de comment arrêter d'être dans ce système extractif et essayer d'être plutôt dans un mode régénératif pour tout ce qu'on produit. Et pour ça, il y a une seule sorte de leadership et il n'a pas de genre, qui sont des leaders qui se remettent en cause, qui sont des leaders qui acceptent, comme je le disais tout à l'heure, de partager le pouvoir, qui sont des leaders qui acceptent de sortir le nez du guidon, tout simplement. Quand les dirigeants prennent ces temps-là, ils reviennent avec plus de sens, plus d'écoute, plus de prendre soin aussi. Donc pour moi, homme ou femme, moi je pense que le leadership de demain, c'est celui qui pense à tout ça, qui pense aussi à bien sûr tous ces sujets d'égalité, mais pas juste les femmes, de diversité de manière générale. Il faut qu'on sorte de ces modèles où on est tous dans les mêmes codes, les mêmes écoles, les mêmes... Moi, chez LVMH, j'avais un bonus si je recrutais des gens d'HEC, en fait, parce que le PDG avait fait HEC. Enfin, on arrive quand même, et dans l'ascenseur, ils ont tous la même tête, ils habitent tous le même quartier, ils s'habitent tous pareil, et ils comprennent pas pourquoi il y a des marques de maquillage qui les dépassent et qui sont plus innovants et créatifs. Enfin, il y a un moment, il y a vraiment ce sujet de la diversité, de l'inclusion. Moi, j'ai eu la chance de travailler 10 ans aux États-Unis. On a commencé à parler de ça il y a très longtemps, avant même que ça arrive en France. Donc, pour moi, le leader de demain, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en cause. Je pense que c'est genré. C'est genré, mais bizarrement, c'est genré par les codes. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà croisé des femmes qui adoptent des codes masculins. Oui, bien sûr. Et moi, en tant que mec, plutôt des codes féminins que j'assume, mais pleinement. C'est compliqué de dire, je vais chercher mes enfants. C'est compliqué de dire, je fais pas une réunion à 19h. Non, je suis pas dispo, les gars. Ça, t'es pas dit, j'ai mes enfants. Donc oui, ces gens-là, bien sûr, il suffit d'aller regarder les photos des patrons du CAC 40, et même des patronnes. Moi, je suis désolé. La connerie n'a pas de genre, la méchanceté n'a pas de genre, l'agressivité n'a pas de genre. Sauf que les codes économiques aujourd'hui sont des codes masculins hérités du 19e siècle, où l'entreprise bisounours, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est la crise des subprimes qui nous a laissé penser qu'on allait aller vers plus d'humanisme, vers, on peut faire attention aux gens. Ça a duré 1 an. Donc ça, oui, on l'a dit. Moi, ce que je vous pose comme question du coup, c'est maintenant, quand c'est ça, qu'est-ce qu'on met en place pour sortir de l'injonction de genre? Parce que c'est vraiment la notion d'injonction. Parce que je précise bien injonction et attente de genre, parce que c'est pas juste une question de genre en tant que personne, c'est les injonctions et les attentes qui peuvent être faites de la société sur un genre. Mais je pense que c'est sur le temps long, en fait. Oui, mais du coup, on commence par quoi? L'éducation. Je sais pas si vous connaissez le mouvement des colleuses. Vous savez, à Paris, qui collait... Oui, parce que généralement, on commence par quoi dans les entreprises? Parce que l'éducation, c'est un peu petit. Tant qu'on ne passera pas par l'éducation, on ne peut pas imaginer changer les entreprises. Je suis désolé. Il peut y avoir des formations, il peut y avoir des coachings, mais changer une entreprise, un groupe de centaines de milliers de personnes, imaginer que ça sera par de la formation que ça va passer, je dis pas que c'est inutile. Je dis que quand ça sera sociétalement admis,
ça sera dans 3-4 générations. Alors, j'ai pas dit que ça passerait dans les formations, mais du coup, j'ai quand même laissé moi, je vais me prêcher pour ma paroisse. J'encourage les DRH. Et si vous en avez autour de vous, secouez-les un petit peu pour leur dire, mais en fait, t'as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le penses, notamment via comment on paye les gens, qui on recrute, comment est-ce qu'on va continuer à recruter les mêmes gens, ou est-ce qu'on va commencer à sortir un petit peu des sentiers battus et recruter des gens qui ont un leadership un petit peu différent. Et puis, l'évaluation de la compétence. Je suis cofondatrice d'une asso qui s'appelle La Voix des réfugiés, et L'Oréal recrute pas mal de réfugiés qui sont passés par cette asso où on met en valeur les talents des réfugiés. Sauf que le système n'arrive pas à les inclure, à les intégrer. Si vous récompensez vos managers à le nombre de réfugiés qu'ils ont recrutés, à leur capacité à justement sortir du bureau de temps en temps et aller justement s'éduquer, comprendre c'est quoi le monde dans lequel je vis. Si on commençait, et les RH ont le pouvoir de le faire, à vraiment récompenser, évaluer les managers sur les bonnes choses, c'est un moyen déjà de commencer à faire shifter la culture d'entreprise. Qui est donc le système de reward, enfin en fait le système d'évaluation de la performance. D'évaluation de la performance. Et allez nous les rebondir. Non, et être coercitif sur les habitudes de travail. C'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure. On commence pas une réunion à 9h30, on ne termine pas après 17h30. Ça et l'exemplarité du coup. Oui, mais enfin, tout ce qui est attitude et formation, c'est dur à changer. C'est du temps long, c'est générationnel, etc. Ce qui est coercitif, ça se pose là, quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut être très ferme. J'ai un autre conseil. Moi, j'encourage le militantisme dans les entreprises, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que réveillez vos envies de challenger le status quo, de faire autrement. N'ayez pas peur de proposer des idées. Il y a un mouvement qui s'appelle les collectifs ou un truc comme ça, où voilà, il y a plein de petits groupes de personnes dans les entreprises qui ont commencé à avoir un peu envie de remettre en cause ce style de leadership. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer, parce que oui, effectivement, l'escalier se nettoie par en haut, mais j'ai aussi vu des petits groupes de personnes qui, voilà, commencent aussi à... Aujourd'hui, on voit bien que la crise de l'engagement pousse les leaders à changer. Le fait de plus arriver à recruter et que les gens s'en aillent, ça les challenge quand même un tout petit peu dans leur manière de diriger, tu crois pas? Une fois, on m'avait demandé de faire du conseil pour une très très grande compagnie d'assurance sur la déconnexion. Je dis à la DRH, super, on a bien préparé, maintenant je vais voir le commerce. Il fait, ah non, comme ça, ah non. Ah mais non, ils ne sont pas concernés. Mais, encore une fois, moi je suis plutôt spécialisé sur les grands groupes et les grandes entreprises. Sur les PME, c'est plus facile de changer la culture. Mais je pense que les grandes administrations, alors si vous parlez des grandes administrations ou des ministères, je suis allé faire des conférences dans les ministères, cabinet ministériel, et c'est à pleurer. Allez voir les horaires du ministère du Travail. Non mais, si les déconnez les gars, on est numéro 2 mondial du burn-out, à quel moment vous-même vous appliquez ça? C'est pour ça que quand je parle d'éducation, pour moi le plus bel acte politique qu'on puisse avoir, le plus bel acte militant sont nos enfants. Parce que c'est de la longue traîne. Après, il faut juste pas viser 2 objectifs à la fois. C'est-à-dire que là, tu demandes 2 changements d'un coup. T'as à la fois le traitement égalitaire hommes et femmes et en plus la surcharge débile de travail dans laquelle on vit et qui concerne tout le monde. Je pense qu'on peut adresser l'un puis l'autre. Quand on essaye de changer les deux, et je pense que c'est le sujet de Faber, en fait, il a peut-être voulu courir 2 lièvres à la fois. Qu'il faut, par exemple, si tu imposes des règles, pas de réunion, machin, tout à l'heure, il faut être très transparent et prouver que ça a du résultat, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a terminé la réunion à telle heure, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent les personnes qui veulent être bienveillantes, qui mettent en place ce genre de système, ont en plus un autre objectif par ailleurs, parce qu'elles sont plus que bienveillantes, en plus elles sont altruistes, mais plein de choses, et du coup elles vont avoir soit des velléités de rajouter en plus du droit de déconnexion, en plus de préparation d'environnement, elles vont avoir tellement de choses à la fois, que en fait, si tu gardes la grille d'évaluation de performance précédente, du coup leur performance elle va mal ressortir. Et du coup, cette nouvelle performance va venir casser et mettre à la poubelle tout ce qu'elles ont cherché à mettre en place. Sauf si on n'évalue pas forcément ce résultat-là, mais qu'on évalue le comment, de tout ce qu'elle a mis en place. Oui, comme tu changes pas le système autour, en fait, il faut quand même que ton action soit lisible pour ceux à qui tu t'adresses. Je suis vraiment pas du tout d'accord. Je vais dire, statistiquement, ça existe énormément d'entreprises que les femmes ne soient pas augmentées le jour de l'année de leur retour de congé maternité. Voilà. En 2003, Patrick Lelay a passé une règle. Personne ne pouvait aller contre qu'une femme prenait des congés maternité avec automatiquement l'augmentation maximale. Automatique. Il vaut mieux, à Air Liquide, vous avez la promotion avant qu'elle parte. Congé maternité. Super.
Du coup, on va finir par une question différente que ce que je fais d'habitude, parce que vous avez déjà beaucoup répondu à ce que vous souhaiteriez voir pour aller vers l'égalité, notamment l'éducation entre autres, et puis le fait coercitif, j'ai bien entendu, et un nouveau leadership. Et plutôt, une dernière question, c'est à quel moment vous vous êtes vraiment senti légitime et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous étiez légitime dans le posture dans lequel vous étiez? Risque de fâcher en ayant des résultats, en fait. On juge sur le résultat. Et le résultat, effectivement, peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le résultat à la performance classique. Et c'est aussi le bien-être des personnes encadrées qui, du coup, suivent sans qu'on ait besoin de les tirer. Et ça tombe bien, si elles suivent volontairement et en ayant envie, elles-mêmes, elles ont généralement des meilleurs résultats, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est là que je ressens cette légitimité. Ok, en ayant des résultats et en se sentant tiré, du coup, par des résultats qu'on a. Ouais, et que les gens suivent, plutôt que de tirer. Et que les gens suivent avec nous par rapport aux résultats. C'est la notion, je crois, qu'il y avait dit entre la différence entre le manager et le leader, c'est le fait que les gens suivent, en fait, et qu'il n'y a pas d'obligation de suivre. C'est en ayant l'impression d'être pleinement moi-même, c'est-à-dire en utilisant vraiment mes forces, le sens que je mets derrière ce que je fais, et en ayant l'impression de contribuer et d'avoir un impact. Et moi, je sais pas si c'est une réponse d'or que j'ai fait. Je me suis jamais posé la question de la légitimité. Et j'en suis sûre, mais ça m'intéresse. Jamais, mais c'est une question qui est, et j'essaie d'expliquer ça chez Internet en temps dans des grandes écoles, et je leur dis, il y a peur de rien. Moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si j'amène une idée de compte sinon? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si, à un moment, je me suis fait virer d'une boîte parce que j'ai refusé de faire des cours d'écriture. Je savais que je prenais ce risque-là. Et alors? Vous ne vous êtes jamais senti légitime? Mais en fait, c'est pas ça, c'est je me posais pas la question. Est-ce que parfois j'ai eu peur de mes compétences? Okay. Bien sûr. Parfois, à 30 ans, quand j'ai proposé la création d'une filiale à Patrick Lelay, j'étais entouré de 5 directeurs généraux qui me prenaient pour un taré. Et j'ai été en basket, avec mon costume, sans cravate, la chemise dehors. Un des directeurs généraux qui dit, mais tu vas pas aller voir Patrick comme ça. Et là, c'est une femme qui m'a aidé. Alors, je sais pas s'il y en a, peut-être Claude Cohen, la papesse de la pub chez TF1, qui regarde le DG en disant, qu'est-ce que tu fais chier avec ça? Donc, cette question-là, bien sûr que j'ai eu plein de doutes. Par contre, la question de la légitimité, je trouve qu'elle peut être angoissante à partir du moment où on se la pose a priori. Je vais reposer la question. Vous ne vous êtes jamais posé la question si vous êtes légitime ou pas en toute situation. Même pas. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais juste ça, moi, je trouve ça super intéressant. Et j'aimerais bien au-delà, j'ai dirigé des très très grandes équipes. J'ai aidé mes équipes à ne pas se la poser. Et à prendre des risques, à donner le droit à l'erreur. On peut aider les équipes à ne pas se poser la question. Moi, j'ai une question quand même globale à l'audience, du coup, j'en profite. Qui ne s'est jamais posé la question de la légitimité? Ah, génial. Dominique. 2 personnes. Ça dépend des postes. Mais jusqu'à 35 ans, je me suis jamais posé la question. Moi, jamais. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de sexe, c'est pas une question... Non, je suis d'accord. Non, mais très bien. Mais donc, du coup... C'est une question d'éducation. Je crois que la grande peur de chacun, c'est de plus être aimé. Ouais. Peut-être rejeté, ouais. Et c'est ce qui nous fait toujours dire oui. Dire non, c'est très difficile. Et quand on a l'assurance, on a la chance d'avoir une mère qui nous a dit tout est possible, etc. On peut peut-être dire mieux équipé. Pour moi, c'est une notion d'éducation. Il y a on éduque des enfants à avoir confiance en eux ou des choses. Pardon, c'est une chose formidable. Le premier rang de l'éducation. Ouais, absolument. Il y a une notion aussi de pas intéressant, c'est quand on parle d'être illégitime, il y a plein de femmes qui se sentent légitimes parce qu'elles sont une femme. Il y en a d'autres. Moi, j'en fais partie, et manifestement vous aussi. Qui ont été élevées par des femmes qui leur ont toujours dit, en fait, c'est pas parce que t'es une femme que tu vas faire exactement la même chose qu'un homme. Et donc, quand j'ai dit, je me suis toujours sentie légitime, c'était vraiment dans ce sens-là. Moi, j'ai été élevée par une mère qui s'est fait tout seule, et chef d'entreprise, j'avais 3 frères. Et moi, elle m'a toujours dit, elle se posait même pas la question, en fait. Et je la voyais rentrer, avoir des horaires de chef d'entreprise. Et j'avais cette image-là que oui, effectivement, moi je suis une femme et peut-être qu'un jour je serai chef d'entreprise et il est pas m'auto-limité parce que je suis une femme. Et c'est une super chance d'avoir été exposée à ça. C'est vrai que je suis d'accord que tout passe par là. Comme le dit en ce moment, je vais laisser le micro et allez-y. Oui, mais je voulais dire déjà que l'amour c'est le meilleur catalyseur de la transformation et donc clairement d'avoir été entouré d'amour et de soutien, ça permet de passer certains challenges. Par contre, je voulais rebondir justement sur la confiance et la légitimité, puisque la légitimité appelle la confiance. En tout cas, montrer comment, c'est quand même un facteur de genre, parce que le rôle des femmes pendant des millénaires, en l'absence de droits, parce que les femmes, comme vous l'avez si bien dit, elles ont été, privées de droits, et très souvent avec l'usage
de la force, voire de la violence, font que quand aujourd'hui elles accèdent à des postes d'autorité, qu'elles accèdent à des postes de visibilité, ça va mettre en œuvre et mettre en branle des mécanismes d'autodéfense et de peur qui vont pas être les mêmes du tout que les hommes. Et de fait, parce que le rapport à la confiance et le rôle des hommes pendant les millénaires n'a pas du tout été le même que le rôle des femmes. Et on peut pas, je crois, mettre une croix ou effacer cette différence flagrante d'histoire et de rôle et de mission qui font que nos comportements vont être différenciés. Et c'est là où on voit qu'on a des possibilités d'évoluer, de grandir. C'est que on a cette capacité, en ayant du soutien, en ayant les bons outils, de pouvoir se transformer, de pouvoir déployer nos aides, de pouvoir prendre la place. Vous avez tellement raison. Il faut vraiment garder en tête quelque chose. Ça fait 50, 60 ans qu'on commence à parler de l'égalité femmes au travail versus des millénaires d'histoire. Et vous avez raison. Il y a des trucs qui sont créés. Je connais beaucoup d'hommes qui crèvent de trouille de cette égalité, qui crèvent de tout ce qui pensent mal inventer un truc, au lieu de comprendre qu'ils vont aussi acquérir des trucs. Et c'est ça le principe de l'égalité et des droits. Et tant que les hommes ne comprendront pas qu'il y a un intérêt commun, effectivement, on est les héritiers de ces millénaires de pas de droits. Voilà. Et puis, un pays, c'est encore le cas. C'est que 60 ans d'histoire. Merci beaucoup. Vous vouliez rebondir? J'avais une question également, parce qu'on a pas mal parlé de compétences, de développement et autres, de comment les femmes peuvent prendre leur place en entreprise, et notamment de résultats et d'évaluation. Moi, ce que j'ai observé, c'est que, comme vous l'avez dit, les compétences dites féminines, la coopération, la solidarité, la cohésion, l'empathie, c'est des compétences qui sont, et ça, il y a plein d'études qui le montrent, à très grande valeur ajoutée en termes de résultats, mais pas de résultats à court terme. Dans les résultats à court terme, ce qui fonctionne quand même beaucoup mieux, à très court terme, c'est l'autorité, la coercition et la soumission. Et donc, aujourd'hui, comment faire pour faire évoluer les process de détection des talents, des process d'évolution qui sont pas du tout adaptés aux femmes? Pour la détection des talents féminins. Je suis hyper d'accord, et dans l'évaluation, si on évaluait bien les résultats, on évaluerait la valeur ajoutée et la valeur créée. Et effectivement, ça c'est que à long terme. Si on évalue à la petite semaine, c'est vrai, c'est mal évalué. Et je pense que c'est vraiment au niveau de justement des entreprises. Je pense profondément que la violence n'est pas genrée. Je pense profondément que la bienveillance n'est pas genrée. Je pense profondément que... Lucie Pétavin, elle a quand même montré que la violence... je mets la violence... Non, mais pardon. La violence... totalement genrée. C'est 98% de la population carcérale. Vous savez que... Parce qu'il y a deux formes de violence. Ouais, la violence, en tout cas, qui fait très mal, les morts. Mais le côté coopératif, il m'a... Alors, je reviens les stats, on les entend pas avec le micro, je vous donne la parole Liel dans 2 secondes. La notion de violence, en effet, violence domestique, je crois que c'est 98%. Voilà, mais là dont vous voulez pas légal, je vais permettre de le défendre si c'est bien ça, c'est la violence de tout type qui peut être verbale, etc., qui n'est absolument pas statistique. Il y a pas des statistiques pour le coup. Un bon mot alors. Alors, bon, écoutez, c'est le mot qu'on va utiliser en tout cas, mais en tout cas, ce n'est pas la violence domestique, c'est la violence, c'est l'irrespect, on va pas les irrespect. Ma bataille en tant que mec, c'est de faire comprendre que je ne voulais pas entrer dans ces codes masculins. Et que c'est dur de faire évoluer ça, y compris pour les femmes, et c'est pour ça que c'est un combat non-genré, c'est un combat qu'on doit avoir en commun, où les femmes peuvent avoir des comportements qu'on accorde généralement aux hommes, au même titre que je revendique le droit d'avoir des comportements qu'on attribue généralement. Pour moi, la violence, elle est parfaitement incarnée par quelqu'un comme Donald Trump. Et on a vu Kamala Harris arriver, qui a dit, je vais être une gaminière souriante. Et elle arrive à le tuer sur son terrain, justement, avec une fermeté et un sourire éclatant. Si vous pensez à elle ou à Foutu, qu'est-ce que vous aviez comme orange? Un grand sourire. Et pourtant, moi j'ai regardé ce débat du début jusqu'à la fin, je peux vous dire que les causes sont données. Elle ne le rate jamais une fois qu'elle a été procureur. Donc, il y a une forme de fermeté, je parlerai pas de violence, qui peut s'imposer sans passer par les codes brutaux. Je ferai la différence entre la brutalité
et la violence. C'était la différence entre la limite et l'irrespect. Ce que je voulais juste ajouter, parce que je pensais à elle tout à l'heure, et je l'avais pas cité, pour moi, c'est un exemple formidable pour vous. Et moi, c'est comme une idée de ça, mais je pense que vous gagneriez beaucoup à écouter et à la regarder manœuvrer entre guillemets le brutal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas de deuxième débat. Il y a une autre question. Mon remarque. Bon. Et ben, je vous propose de clôturer ainsi la table ronde. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Si vous avez aimé, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt!